Oui, Monsieur le Président et chers collègues, vous l'avez rappelé ce matin, ces dernières semaines ont été l'occasion de dire, à force d'Assemblée générale et de forum, de quelle manière nous nous efforçons tous, je crois, de promouvoir ce département, que nous soyons acteurs du tourisme ou issus du monde de l'entreprise et collectivités, bien évidemment. Et c'est vrai que la révélation du parcours du Tour de France 2017, avec cette belle étape promise au départ de Nantua et l'escalade du Grand Colombier, cette nouvelle sera, je crois, en tout cas excellente pour notre département. Ce sera un moyen de porter un nouveau coup de projecteur sur l'Ain qui en a bien besoin en termes de notoriété, parce que l'étude à laquelle vous avez fait référence, qui a été développée à l'occasion de l'Assemblée générale d'un tourisme, démontre de quelle manière nous avons dans le domaine beaucoup à faire. Alors, j'allais dire qu'à l'inverse, nous savons la discrétion qui est exigée par la Société du Tour de France avant la révélation du parcours. Cette discrétion, je dois le dire, se conçoit tout à fait. Mais elle ne doit pas être, à mon sens, ennemie de la transparence, parce que nous serons amenés, après coup, à entériner des engagements financiers qui auront officieusement été pris. Ce sera lors du vote du budget. Et lorsque nous apprenons de quelle manière le Conseil régional Rhône-Alpes, en tout cas son président, accompagne la Haute-Loire et plus particulièrement le Puy-en-Velay pour l'accueil de la Grande Boucle, aux grandes dames d'ailleurs d'autres villes de la région, je dois le dire, moi j'ose espérer que vous avez d'ores et déjà sollicité votre collègue et ami Laurent Wauquiez, enfin votre ami, je ne sais pas, parce que dans la concurrence qui fait rage au sein des écuries en ce moment, au sein de notre famille politique, je ne sais pas si on peut parler d'amitié, mais en tout cas, je crois que l'équité exigerait que vous ayez sollicité le président du Conseil régional. Parce qu'on sait tous aujourd'hui les sujets qui sont sur la table avec le Conseil régional, et vous les avez rappelés ce matin. C'est le devenir de la compétence économique, c'est la délégation de la compétence transport et du transfert des charges qui y sont liées. Alors c'est vrai que dans ce domaine, il y a des règles comptables, mais il y a immanquablement une dimension politique. Et je le redis, tout cela met en jeu de telles sommes à force de dizaines de millions d'euros que la transparence et l'équité doivent être au rendez-vous. Et je vous fais la proposition, Monsieur le Président, d'associer notre groupe à ces questions d'évaluation et de transfert de charges en lien avec la région. Vous avez cité des dates ce matin dont nous sommes preneurs. En tout cas, je crois que justifier par ces sujets le report de 2 mois et des orientations budgétaires et du vote du budget ne nous paraît pas acceptable, parce que tout cela, au fond, nourrit de l'incertitude. Au moment où tous les acteurs économiques, publics ont besoin de confiance, eh bien là, cela nourrit l'inquiétude. Et ils ont besoin, ces partenaires, de connaître le niveau de notre engagement à leur côté. Alors nous sommes en droit de nous interroger. Cela fait dans le même style près d'une année que vous deviez nous rendre les conclusions d'un audit, mais surtout définir le cap choisi par la collectivité. Alors nous ne voyons rien venir dans ce domaine, si ce n'est une cinquantaine d'agents, en tout cas en termes d'équivalent temps plein, qui manquent aujourd'hui à l'appel et qui font cruellement défaut au service départemental. Je pense que cela explique un certain nombre de dysfonctionnements. Nous l'avons vu sur la question des transports, nous le voyons également sur la question des bâtiments. Ce n'est pas le personnel qui est en cause, c'est le manque de moyens qui est pointé. Et je veux pour cela ajouter ou faire un aparté par rapport aux commentaires sur la question de ma collègue sur le collège Georges Sand. J'ai bien compris votre agacement, Monsieur le Président. Vous avez parlé de raccourcis nauséabonds. C'est un peu fort, parce que je dois dire que lorsqu'on fait une communication à tout crin pour reconnaître le supposé mérite, ou pour, comme vous l'avez fait dans le dernier info, dire que 2 nouveaux collèges inaugurés, c'est sans précédent, encore fallait-il dire qu'avant de les inaugurer, il fallait lancer un plan collège, et il fallait conduire les travaux, tenir les délais, ce qui a été fait. Donc je crois que lorsqu'on s'arroge à bon compte de bonnes nouvelles, il faut en prendre la part des mauvaises. Et au fond, c'est ce que l'on voulait dire, ou c'est ce que ma collègue voulait simplement dire. Moi, je veux dire que, en tout cas, ces réflexions ou cet audit qui a pu être conduit, sans que nous en voyions les conclusions, en tout cas que nous ne voyons aujourd'hui le cap, tout cela inquiète le personnel qui nous le dit.
Et il y a quelques menaces, je dirais même qu'elles sont à peine voilées, sur le devenir d'un certain nombre d'agences ou de points d'accueil solidarité, bref, tout ce qui fait la proximité avec les usagers. Et vous avez dit tout à l'heure l'intérêt de la décentralisation. Moi, je crois qu'il est vraiment temps de dissiper les inquiétudes et puis surtout de rassurer par rapport à l'avenir. Merci, monsieur. J'y ai cru pendant 2 minutes, parce que vraiment, les 2 premières minutes étaient excellentes. J'avais rien à rajouter, et puis j'ai vite compris que le reste, il y allait avoir un mais, en effet. Bon, je reviens donc pas sur ces 2 premières minutes absolument excellentes, où je n'ai rien à redire et rien à reprendre. Je vais revenir sur le reste. Il y a 3 questions dans votre question, mais bon, je vais essayer de répondre aux 3 questions, si j'y comprends bien. Il y a celle sur l'histoire du Tour de France, celle sur l'évaluation des transferts de charges, et la dernière sur l'audit. En ce qui concerne le Tour de France, écoutez, vous ne pouvez pas me faire à moi le reproche de ne pas être transparent dans la répartition des sommes que nous avons pour ce qui concerne les villes étapes et les villes arrivées en ce qui concerne le département de l'Ain. Vous avez vu que jusqu'à maintenant, je ne suis pas président du département de la Haute-Loire, mais en tout cas, vous dire que pour le département de l'Ain, je vous le redis très clairement, la transparence est totale. Nous avons décidé d'une clé de répartition qui est la même, quelle que soit la ville d'accueil ou d'arrivée, d'ailleurs, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de cette ville, puisque l'an dernier, c'était Bourg-en-Bresse qui était ville départ, cette année, c'est Nantua qui est ville départ, et que la clé de répartition sera de toute façon à chaque fois identique. La seule chose que nous prenons en compte, c'est la capacité de la commune à pouvoir payer ou pas payer. Donc c'est pour ça que sur Bourg-en-Bresse, de mémoire, il me semble qu'on était à peu près à 1/3 de financement par le département et qu'on est à la moitié sur le Culose, puisque les contraintes financières font que cela. Ça sera la même chose l'an prochain pour Nantua, avec une clé de répartition qui est claire, la moitié pour le département et l'autre moitié qui est à se répartir entre la communauté de communes, je parle sous le contrôle de Jean de Guéry du Haut-Bugey, et la mairie de Nantua, qui prendront donc l'autre moitié à charge, sachant que le départ est bien sûr moins coûteux que l'arrivée, puisque nous avons 65 000 euros au départ, si les chiffres sont bons, et 110 000 euros à l'arrivée. Ensuite, le procès que vous faites, pas à moi, j'ai bien compris, mais par ricochet, parce que je vois que les primaires vous occupent beaucoup, peut-être plus que moi finalement, monsieur Greffet, mais bon, dont acte. Je note simplement que le Puy-en-Velay est la seule commune de la région Rhône-Alpes-Auvergne à la fois accueillir un départ et une arrivée. Et que donc, comme ils accueillent et un départ et un arrivée, le billet d'entrée n'est pas le même, c'est pas la même chose de financer pour 60 000 euros que pour 200 000 euros en tant que tel. Enfin, moi, je suis prêt à ce que la région nous accompagne. Si la région peut nous accompagner sur des villes comme Nantua, on en sera très heureux. Ce que je voudrais, c'est que finalement, dans le Tour de France, et je veux aussi le dire parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse de mauvais débats, le rapport qualité-prix du Tour de France est sans commune mesure avec n'importe quel autre événement. Mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est le 3e événement mondial, des retombées, un retentissement énorme, et il nous faudrait une campagne de promotion publicitaire considérable pour arriver à quelque chose d'équivalent. Donc je crois que c'est une chance. J'aurais d'ailleurs apprécié que vous souligniez l'importance que l'exécutif départemental met au Tour de France, que j'ai le souvenir, il me semble que mes souvenirs sont bons, que mon prédécesseur n'aimait pas trop la grande boucle, et que donc malheureusement il avait un petit peu, enfin je parle sous le contrôle des élus de Bellegarde, qui pourraient que me le confirmer, mais qui n'avaient pas une envie folle à ce que le Tour de France vienne dans l'Ain. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir noué enfin une relation partenariale forte entre le département de l'Ain et la société de Tour de France, pourvu que ça dure, mais je sais qu'ici il y avait des membres de l'opposition qui étaient frustrés de ne pas pouvoir accueillir les Tours de France dans de bonnes conditions. Au moins, on peut peut-être ne pas tout partager avec l'exécutif départemental, mais au moins on peut se rejoindre là-dessus, puisque je pense qu'aujourd'hui, y compris les membres de la minorité, sont satisfaits de la relation que nous avons avec le Tour de France en tant que tel. En ce qui concerne le sujet de l'évaluation des transferts de charges, les membres de la CLERS, vous le savez, ont été déjà définis. Nous avons malheureusement que 4 membres. Ce sont des membres paritaires, donc on ne peut pas rajouter, sinon ça aurait été avec plaisir, mais rajouter des membres supplémentaires dans cette commission d'évaluation et des charges, donc qui est strictement définie par les textes. Par contre, bien entendu, que moi je suis prêt à ce qu'on puisse associer, je le dis
service, mais qu'on puisse associer l'opposition. Si on est dans un travail de construction, effectivement, pour l'évaluation des charges, je crois qu'on y a toutes et tous intérêt, parce que la vérité, c'est de savoir à quel coût, sous quelles conditions on pourrait récupérer ou pas la compétence transport. Moi, je vous rappelle la commande politique que l'on a faite, qui est de dire le département de l'Ain souhaite reprendre la compétence transport, mais pas à n'importe quel prix, ni n'importe quel coût, ni dans n'importe quelle condition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les transferts soient respectés, qu'il faut que la gratuité soit valorisée, et ça veut dire surtout qu'il faut qu'on prenne en compte les années de référence qui correspondent à ce qu'on fait dans d'autres départements, et qu'on veille aussi à ce que on reste une vraie autorité, on soit une vraie autorité organisatrice de transport. Je pense que ça c'est essentiel, qu'on reste une AOT à part entière, et donc c'est tout le travail qui sera mené. Mais en tout cas, moi je suis prêt, y compris dans le cadre notamment des commissions que vous avez, et je le dis au président de commission concerné, vous pouvez tout à fait aborder ce sujet dans le cadre des commissions, de manière comme ça tout le monde y est. Je pense à l'économie et au transport, de manière à ce que vous puissiez faire des points d'étape et des échanges pour savoir où l'on en est dans ces discussions à la région et qu'on partage même vue. Je pense que là-dessus, plus on aura un discours commun et mieux ça sera pour le département. Mais je reviens là où j'ai un point de désaccord, c'est sur le fait de dire ça ne justifie pas le report du budget. Mais si, mais en plus, voilà, je vous rappelle, M. Greffet, que l'an dernier, vous nous avez fait le reproche exactement inverse, qui était de dire mais vous prenez un budget trop tôt, vous pilotez à vue, vous n'avez pas forcément l'impact de toutes les mesures que vous allez prendre, donc faites attention, etc., etc. Vous voyez comme quoi on est des gens ouverts, puisque cette année on vous a entendu, et maintenant qu'on vous entend, vous éloignez de notre même position. Et pourquoi on vous a entendu? C'est pas simplement pour vous faire plaisir, c'est parce que vous comprenez, on a une CLERCT, une commission d'évaluation des charges le 25 novembre. On a une commission sur l'action publique, donc qui concernera l'économie, le 8 décembre. Et que, honnêtement, si on avait adopté, comme ça se fait traditionnellement, un budget début décembre, on n'aurait pas été en mesure de savoir si on gardait ou pas la compétence transport, et si on allait, par exemple, sur une agence économique fusionnée ou pas avec la région, enfin, un certain nombre de sujets qui étaient impactants pour le budget. Alors, vous pouvez me dire, on aurait toujours pu faire une décision modificative, c'est vrai. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on ait le budget le plus sincère et exhaustif possible. Vous l'avez vu, notre DM2, elle est extrêmement limitée à des opérations comptables, parce que je crois que dans les décisions modificatives, eh bien, on essaye toujours, c'est toujours un peu l'arbre qui cache la forêt, et c'est tellement facile de faire passer des trucs qu'on ne veut pas faire passer en budget en décision modificative, que je trouve que c'est plus sincère de tout mettre sur la table au moment du budget et que les décisions modificatives elles sont faites pour des événements qui surviennent au cours de l'année et qui permettent d'ajuster les variables budgétaires en fonction de ça. Voilà, donc moi je vous le redis, je suis persuadé que cette décision est une bonne décision et qu'il fallait effectivement un peu le budget. Et je rappelle une dernière chose, c'est que ce budget il sera voté quand même tout début février, donc c'est un décalage d'1 mois et demi quasiment, donc sachant qu'on peut les voter jusqu'à fin mars, et que malgré ce décalage, on sera toujours dans la première moitié des départements qui auront voté ce budget, j'en suis persuadé, compte tenu des incertitudes budgétaires auxquelles nous devons toutes et tous faire face, eh bien, c'est ça. Et puis enfin, dernier sujet, mais pas le moindre, vu ce que vos amis nous concoctent à chaque fois à l'Assemblée nationale et au Sénat et au gouvernement, je suis, vous savez, très prudent aujourd'hui. Et que quand je vois l'article qui est sorti sur la dotation de compensation de remboursement de la taxe professionnelle, je me dis, on a bien fait d'attendre un peu avant de présenter les perspectives budgétaires, parce que vous imaginez, je pense que vous auriez été aussi mal à l'aise que moi si on avait dû faire une décision modificative suite à un article de loi de finances qui venait encore ponctionner au département, et notamment au nôtre, plus de 3 millions d'euros. Donc tout ceci m'entraîne à penser que c'est bien qu'on le fasse fin janvier, début février, et on l'aura en plus corrélé au débat sur le budget annexe de la compensation financière genevoise, qui permettra d'avoir un débat budgétaire global. Enfin, dernière question, qui est la question de l'audit et conclusion de l'audit. Je ne peux pas vous laisser dire que nous n'avons pas à tirer les conséquences de l'audit. Là aussi, on ne peut pas tenir deux positions. Soit vous considérez que l'audit est un risque et que donc il y a des conséquences, notamment en termes de non-renouvellement des postes et autres, qui sont dangereuses, et à ce moment-là vous critiquez même les conclusions en tant que telles, soit vous considérez qu'on n'a pas tiré toutes les conclusions. Mais vous ne pouvez pas dire d'un côté, oui, vous n'avez rien fait, et de l'autre, nous critiquer sur un certain nombre de choix que nous avons faits. C'est ou l'un ou l'autre. Et que donc, par conséquent, sur l'audit, aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu prendre le temps J'ai voulu prendre le temps sur ce sujet parce que je voulais le temps de la concertation.
Je recevrai les syndicats le 5 décembre prochain. J'aurai des échanges aussi, je veux aussi que ces débats aient lieu dans le cadre des commissions notamment que vous avez, parce que nous n'avons rien à cacher sur ce sujet. Les conclusions de l'audit, d'ailleurs, ont été transmises. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse fixer un cap dans le cadre de la concertation. Et que je n'ai pas voulu passer en force sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est une réforme de structure. Alors aujourd'hui, je peux vous donner quelques orientations que nous affinerons lors du débat budgétaire. On aura l'occasion d'évoquer la question de l'audit. Mais globalement, il y a 4 grandes orientations, 4 grands secteurs, si vous voulez. Il y a le secteur du social. Là aussi, ne crions pas avant d'avoir mal. Je dis simplement qu'aujourd'hui, personne n'a parlé de fermeture de pôles d'accueil solidarité, de fermeture de maisons de solidarité ou autre. Nous repensons la carte sociale territoriale. Et vous serez surpris, Monsieur Greffet, parce que dans la nouvelle carte sociale territoriale qu'on va vous présenter, il n'est pas impossible qu'on ait encore plus de proximité sociale que ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. Et que donc, pourquoi? Parce que nous croyons à la proximité sociale. Et Monsieur Greffet, si vous nous demandez la proximité sociale, ici, à Bourg-en-Bresse, ne demandez pas à Paris la renationalisation du RSA. Parce que là aussi, c'est contradictoire. Si vous voulez la vraie proximité sociale, il faut alors que vous soyez avec nous pour la territorialisation de la politique sociale et de l'action sociale. Et que donc, je le redis ici, vous serez certainement surpris, il y aura une nouvelle carte sociale et peut-être que la proximité sociale sera encore renforcée par rapport à ce qu'elle est. En ce qui concerne, on la présentera dès le début de l'année 2017, mais les choses sont en travaux, simplement ça prend un peu de temps parce qu'il y a des évolutions à avoir, il y a des réflexions bâtimentaires et autres à avoir. Deuxième sujet, la question des routes. Là, les choses sont plus avancées, on va dire. Là aussi, on m'avait dit, oui, fermeture d'agences routières, etc. Aucune agence routière ne ferme. Alors, je vais voir, moi, les unes après les autres, les agences routières, qui me disent, mais on m'a dit que ça allait fermer. Je dis, non, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais enfin, pas moi. Et donc, on vient, avec Daniel Raffod et d'autres, à chaque fois, venir à l'agence routière, non, ça ne sera pas fermé. Simplement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder nos 6 agences, mais on va les regrouper en 2 fois 3, ça veut dire quoi? Notamment dans la disposition des matériels. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre stratégie, elle est de mutualiser les matériels entre 3 agences, donc 2 pôles d'agences, un pôle Est, un pôle Ouest, qui permettra des mutualisations de matériel, des mutualisations dans les ressources, mais qui en permettront de préserver nos pôles de territoire de proximité et nos agences routières en tant que telles. Je rappelle aussi qu'on a mis en place le SRE à Montréal-Lacluse, qui va permettre de répondre à la viabilité hivernale. Donc là, c'est une réforme qui est engagée, qui est la conséquence directe de l'audit, et sur lequel nous avançons. Et là aussi, on fera un point d'étape en 2017. Ensuite, il y a un chantier sur lequel nous devons aussi avancer. C'est le chantier, bien sûr, culturel. C'est de repenser la politique culturelle au niveau départemental. Des choses ont été faites déjà l'an dernier. Vous avez suffisamment, je dirais, vous êtes suffisamment plein d'un certain nombre de réductions de subventions à caractère culturel sur tel ou tel festival ou autre. Nous avons fait un état des lieux précis. Aujourd'hui, nous réfléchissons à comment on peut tous travailler ensemble pour avoir un vrai bras armé culturel au sein du département, parce que je pense que c'est un sujet essentiel en tant que tel. Enfin, dernier sujet, c'est la question des organismes satellites. Vous avez évoqué, mais là aussi, les électeurs, ils n'ont pas voté pour nous pour avoir un statu quo. Et je l'assume pleinement. Le statu quo ou l'immobilisme, ce n'est pas notre vocation. Alors je peux comprendre que parfois, le changement, la mutation, ça peut créer des difficultés ici ou là, mais nous n'avons pas été élus pour ça. Nous avons été élus pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les choses. Et que dans les organismes satellites, on prendra nos responsabilités. Quand je dis qu'il y a trop d'organismes qui interviennent sur le logement, je l'assume. Oui, il y en a trop, parce qu'aujourd'hui, on doit mutualiser tout ça et on doit travailler au sein d'une maison du logement qui permet effectivement d'avoir quelque chose qui soit plus efficace en tant que tel. Quand je dis que parfois, il y a des organismes extérieurs qui oublient que le principal financeur, c'est le département, alors qu'on en construit et que c'est juste un démembrement du département, je le dis aussi, on ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir, mais passer à la caisse à la fin de l'année, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable non plus. Nous l'assumons et je l'assume en tant que tel. Et que ça, c'est le courage politique. Parce que le courage politique, c'est de faire supporter l'effort sur tout le monde, y compris sur les organismes extérieurs. Je rappelle que dans ces organismes extérieurs, il est fondamental, c'est la contribution du département qui les fait vivre, et qu'il est fondamental qu'on puisse bien définir des orientations entre nous, et qu'on puisse bien définir
où c'est que l'on veut aller. Alors je comprends qu'on puisse agiter les peurs en permanence, je comprends qu'on puisse dire ah mais oui attention telle agence va fermer ou va fermer. Ce que je veux dire, moi ce qui compte c'est pas que telle agence ferme ou ferme, c'est que le service soit rendu, c'est que l'optimisation des ressources soit réalisée et que le courage politique soit assumé. Donc nous l'assumerons jusqu'au bout et je vous le dis Monsieur Greffet, y compris en année électorale. Et que moi-même je l'assumerai cette année et l'année prochaine parce que je crois que c'est essentiel, nous avons été élus pour ça. Pas pour être dans le statu quo, pas pour nous regarder en chien de faïence, mais pour avancer. Et enfin, dernier sujet qui concerne la politique des ressources humaines, mais là aussi, on ne peut pas demander toujours plus de moyens et regarder ce qu'on nous fait au niveau des dotations de fonctionnement, regardez ce qu'on nous fait au niveau de la dotation de compensation encore de la taxe professionnelle ce matin. Et que donc, c'est bien gentil d'aller soutenir tel ou tel syndicat en disant oui, il faut plus de moyens, et sauf qu'en disant, mais le problème c'est que ce sont vos amis politiques qui font l'exact inverse et qui nous contraignent à ne pas renouveler un certain nombre de postes et à faire en sorte effectivement que malheureusement, sur certains postes, on est obligé d'appliquer le non-renouvellement. On ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce que malheureusement on a cette contrainte budgétaire comme une épée de Damoclès sur la tête et que là aussi il faut de la cohérence. Et j'en termine par là. Je voudrais aussi le dire. Je ne crois pas à un climat anxiogène. Et je suis surpris de votre part, Monsieur Greffet. Il y a d'autres candidats, puisque vous parlez souvent à la primaire, qui eux-mêmes alimentent un climat anxiogène. Je trouve particulier que vous-même soyez dans cet état d'esprit-là, alors que par ailleurs vous les combattez. Je ne crois pas, je vous le dis, à un climat anxiogène. Et je crois que c'est nauséabond, effectivement, d'entretenir de manière permanente ce climat anxiogène qui est fait pour inquiéter tout le monde. Je vous prends un exemple récent. Lundi dernier, je suis allé au laboratoire départemental d'analyse, où là aussi on nous a expliqué, mais on va fermer le laboratoire, etc. Non, on va engager une réflexion avec la Saône-et-Loire et le Jura pour savoir comment on mutualise. Je vous dis juste une chose, notre laboratoire, il fait un déficit d'1 million d'euros par an. Et dans le même temps, la Saône-et-Loire, ils font 150 000 euros. Le Jura, pardon. Et la Saône-et-Loire, ils font 450 000 euros. Il y a un petit sujet quand même. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'on va le fermer. Mais quel est ce pays où on a le droit de rien dire, ou que dès qu'on s'attaque à un problème, dès qu'on s'attaque à une difficulté, tout le monde monte sur ses grands chevaux, tout le monde agite les peurs, tout le monde agite les crispations. Eh bien moi, oui, je suis de ceux qui pensent que nous devons être optimistes. Et je crois à un département optimiste. Également, je crois à une France optimiste, parce qu'à un moment donné, eh bien, le climat anxiogène, il crée des peurs, il crée des crispations. Ce n'est pas notre conception de la vie politique, ce n'est pas notre conception du mandat, et que nous devons, nous aussi, eh bien, d'incarner cet optimisme-là, au nom de la défense du département, au nom de la défense et des intérêts également de nos agents du département en tant que